Mesdames et messieurs, d'abord merci de cette invitation à ouvrir ce colloque ce matin. Je suis heureuse d'être là et de trouver une salle aussi dense et aussi nombreuse que celle que je retrouve ce matin et que effectivement vous aviez annoncé. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous faites mobilise et suscite de l'adhésion et de la participation, et c'est une excellente chose. L'objectif de votre colloque, je ne vois pas comment j'aurais pu dire non. Donc, bon, sauf problème d'agenda insurmontable. Ah oui, sauf si j'étais restée dans mon département, puisque cette nuit, ça a été un peu compliqué avec la tempête. Mais sinon, comment j'aurais pu dire non avec la proposition que vous m'avez faite, agir pour la mixité et l'égalité dans les métiers de la petite enfance, dans tous les champs de mon portefeuille, quel que soit l'angle de vue par lequel j'abordais le thème de ce colloque, en tant que ministre des Familles chargée des politiques de petite enfance, j'avais toutes les raisons d'être là. En tant que ministre des droits des femmes, j'avais aussi toutes les raisons d'être là. Et en tant que ministre chargé de l'enfance, j'avais encore une raison d'être là. Donc, j'aime beaucoup les colloques et les actions qui se situent à la rencontre, au point d'intersection de l'ensemble de mes responsabilités ministérielles et qui s'inscrit totalement dans ce que j'essaye de faire dans mon rôle, c'est-à-dire la transversalité à la fois d'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les stéréotypes, la transversalité des politiques familiales et également des politiques de l'enfance. Je tiens d'abord à saluer votre association, une association jeune, 3 ans, mais déjà très active, et qui est la première et encore la seule dans le secteur de la petite enfance à s'attaquer à ce qui est en réalité une forme de sexisme et les stéréotypes. Lorsqu'on estime que les femmes sont les seules à disposer de compétences nécessaires pour prendre soin des enfants, lorsqu'on les assigne à ce rôle, c'est non seulement leur liberté de choix et d'autonomie qui est remise en cause, mais cela impacte et touche directement aussi les hommes. Perpétuer les stéréotypes sexistes participe à dédaigner ou à refuser aux hommes une place, un rôle, une compétence dans l'accueil du jeune enfant. L'une des manières dont nous pouvons combattre ce sexisme, c'est d'abord d'en parler, comme aujourd'hui, et d'expliquer pourquoi, dans notre société, la mixité des métiers de la petite enfance est un combat digne d'être mené pour les professionnels, mais aussi pour les enfants et pour les familles. Commençons par une tendance que nous retrouvons dans bien d'autres métiers liés aux soins, les métiers du care, comme on dit dans les colloques, tels que l'aide à domicile ou les emplois de maison. Aujourd'hui, les hommes représentent 1,5% des professionnels de l'accueil du jeune enfant. 10 000 hommes environ sur 680 000 professionnels. J'ai souvent l'habitude de manier ce genre de chiffres et d'écarts, mais c'est souvent l'inverse. Je parle des métiers, de la technologie, des métiers du numérique, des métiers scientifiques, et je dis le rapport entre femmes-hommes est un rapport défavorable aux femmes. Nous sommes là dans la réciproque, la réciproque, le miroir de ce que nous observons dans d'autres métiers, mais ce sont les deux facettes d'une même division sexuée du travail. Cette situation est d'abord un héritage de l'histoire. Les premières crèches sont nées au XIXe siècle et ont pris la suite des nourrices qui étaient déjà entièrement féminisées. Le soin apporté aux enfants était la fonction réservée aux femmes, ce qui peut s'expliquer puisque les nourrices étaient d'abord allaitantes. Et cette prérogative maternelle et féminine a perduré dans l'accueil du jeune enfant, même s'il s'est progressivement ouvert à la masculinité dans certains métiers, comme la cuisine ou la maintenance technique des établissements d'accueil de jeunes enfants. Aujourd'hui, ni les personnels des établissements d'accueil, ni les assistantes maternelles n'allaitent plus les enfants dont ils s'occupent, mais les métiers de la petite enfance ont conservé l'image de métiers dévolus aux femmes. Or, du point de vue strictement professionnel, la féminisation presque absolue des métiers de la petite enfance a conduit à une forme de myopie. On a progressivement considéré qu'il suffisait en fait simplement d'être une femme pour pouvoir s'occuper d'enfants, que les mères disposeraient de compétences innées, instinctives en la matière,
comme dans la publicité pour une entreprise de services à domicile qu'on voyait sur les affiches l'an dernier et qui disait « Vous êtes maman ? Devenez assistante maternelle ». C'est aussi simple que ça. Le fait de penser que les professionnels de la petite enfance dépendaient essentiellement de leurs caractéristiques féminines pour bien faire leur métier a eu pour conséquence l'invisibilité totale des compétences nécessaires à acquérir pour être une bonne professionnelle. Et en faisant de ces métiers de simples métiers de femmes, voire même parfois de bonnes femmes, comme on peut l'entendre encore, en les dévalorisant sous le prisme sexiste, on a nié qu'ils nécessitaient une formation, une expertise, un savoir, puisque vous le savez aussi bien que moi, le travail des femmes est rarement considéré spontanément à juste titre. Les femmes ne sont pas prédestinées à être des professionnelles de la petite enfance. Elles peuvent, elles aussi, investir des secteurs techniques. J'évoquais il y a un instant le numérique. Et il faut le dire aujourd'hui, la petite enfance n'est en aucun cas un secteur réservé aux femmes. Et on peut le dire autrement, la petite enfance n'est pas réservée aux femmes, mais les femmes n'ont pas non plus de secteur réservé dans l'activité professionnelle. Les femmes, promouvoir la mixité dans ces métiers, c'est dire à l'ensemble de la société qu'il ne suffit pas d'appartenir à une catégorie biologique pour les exercer. C'est reconnaître leur dignité, leur technicité, montrer qu'ils ne s'acquièrent par les études et qu'ils ne s'acquièrent que par les études et par l'expérience. C'est redonner ces lettres de noblesse à la formation initiale et continue qui permettront aux femmes comme aux hommes d'exercer dans les meilleures conditions et armés des meilleures connaissances ces métiers passionnants et exigeants. Ce renouvellement de la formation, nous sommes justement en train de le réaliser par la réforme des diplômes de la petite enfance, en revoyant les référentiels des compétences et des formations des auxiliaires de puériculture, des éducateurs jeunes enfants et en réformant le CAP petite enfance pour introduire dans l'ensemble de ces métiers une même base consacrée à la connaissance du développement du jeune enfant. Ne nous y trompons pas, promouvoir la mixité ne signifie pas simplement ouvrir les portes de ces métiers aux hommes qui souhaitent les exercer. C'est également inciter les hommes à rejoindre ces métiers en les revalorisant socialement et professionnellement. C'est d'ailleurs tout le sens du travail que j'ai demandé au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, que j'ai chargé de mener une étude sur les classifications professionnelles. J'ai souvent l'habitude de dire à la pesée des compétences. Dans les classifications, soulever un sac de 50 kg de ciment vaut plus que de soulever 50 fois par jour des enfants ou des malades ou des personnes âgées. Et il se trouve qu'il y a plus d'hommes qui soulèvent des sacs de 50 kg et plus de femmes qui soulèvent des malades et des personnes âgées ou des enfants, et qu'il y a là, d'abord, pour s'attaquer aux inégalités de salaire et aux inégalités professionnelles, un sujet qui est à mon sens central, qui est celui de la réforme des grilles de classification. Promouvoir la mixité des métiers de la petite enfance, c'est aussi agir pour l'égalité des sexes, et c'est reconnaître que la présence d'hommes et de femmes, la mixité, constitue une richesse pour l'ensemble des professionnels du corps social. C'est ouvrir à chacune et à chacun le champ des possibles, c'est dire que s'offre à elles et à eux tous un panel de métiers dont l'accès et la réussite ne dépend en aucun cas de leur sexe ou de leurs compétences innées, mais bien de leur envie, de leurs compétences acquises et de leur savoir. L'un des obstacles à lever, c'est celui de l'orientation. Celle-ci joue un rôle primordial dans la promotion de la mixité. Le sondage que j'ai lancé dans le cadre du plan d'action et de mobilisation contre le sexisme, cette campagne Sexisme, pas notre genre, que je vous invite à rejoindre, puisqu'on est là au cœur de ce qui est l'objet de cette campagne, c'est-à-dire la déconstruction des stéréotypes de genre. Le sondage donc, que j'évoquais il y a un instant souligne que plus de 40% des femmes et 50% des hommes pensent qu'ils ne reçoivent pas les mêmes conseils en matière d'orientation, particulièrement dans le cadre scolaire. C'est pourquoi, dans le cadre du plan d'action pour la petite enfance, qui prolonge le rapport Jean Pinault, dont j'imagine vous avez tous entendu parler et probablement aussi tous lu sur Internet, ou au moins les préconisations. Dans le cadre du rapport Jean Pinault, donc du plan d'action qui succède au rapport Jean Pinault, nous allons travailler avec l'Éducation nationale sur les supports d'information utilisés dans le cadre de l'orientation scolaire.
Nous allons sensibiliser les conseillers de Pôle emploi et les missions locales à l'idée que les métiers de la petite enfance sont également et de plus en plus ouverts aux hommes. J'ai rencontré au cours de mes déplacements sur le terrain des assistants maternels, des auxiliaires de puériculture masculins, des éducateurs de jeunes enfants. Ils existent, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont heureux de leur travail et ont besoin d'être soutenus, et alors qu'ils sont parfois un peu méprisés par les vieilles mentalités. Et ce travail que nous faisons est un travail d'abord sur les représentations traditionnelles. Je disais il y a un instant, il y a un travail important à faire à l'égard des orienteurs. Hier, j'étais dans une émission et une journaliste me dit « Ah ben oui, ça fait 20 ans qu'on fait des campagnes de pub pour la mixité des métiers. » C'est vrai. Ça fait au moins 20 ans qu'on fait des campagnes de pub pour la mixité des métiers, où on voit une jeune fille avec un casque du BTP sur la tête et un jeune garçon en train de porter un bébé sur le bras. Et soyons honnêtes, les résultats ne sont pas à la hauteur des moyens de communication qui ont probablement été engagés par les gouvernements successifs depuis 20 ans sur la mixité des métiers. Donc, ça veut dire que la méthode que nous devons identifier et mettre en œuvre est ailleurs que dans les campagnes de communication. Elle est incontestablement dans la déconstruction des stéréotypes le plus tôt possible et également aussi dans les pratiques professionnelles, espèce d'automaticité de Pôle emploi. Moi, j'ai souvent été frappée du fait, quand ce concerne les assistantes maternelles, qu'à l'issue d'un congé parental, congé parental, code du travail et code de la sécurité sociale, code d'action sociale et des familles, c'est-à-dire que le congé parental rémunéré, maintenant on l'appelle la préparée, mais le nom d'avant m'échappe, c'est pour ça que je décris. Donc à l'issue de ce congé parental, les femmes vont à Pôle emploi et on leur dit vous faisiez quoi là pendant ces dernières années? Ah, vous étiez chez vous à vous occuper de vos enfants, donc vous allez solliciter un agrément d'assistante maternelle. C'est quasi systématique. Et ce qui d'ailleurs crée des grandes frustrations, parce qu'il n'y a pas de lien entre la proposition d'orientation qui est faite à ces femmes et les besoins du territoire. Ce qui aboutit à ce que des femmes reçoivent l'agrément d'assistante maternelle, elles pensent qu'elles vont sortir de cette période de congé parental et reprendre un emploi, et elles s'aperçoivent que, comme l'agrément ne provoque pas automatiquement l'inscription d'enfants chez elles, eh bien, l'agrément d'assistante maternelle peut aussi déboucher sur une inactivité faute d'enfants. Donc on a là, on ne le fera pas maintenant parce que le temps m'est compté, pas ce matin, mais dans les mois qui viennent, mais il y a un vrai sujet quand même un jour à aborder sur l'adéquation, l'adaptation entre les politiques de développement des établissements d'accueil de jeunes enfants, de l'accueil de la petite enfance et les outils qui sont mis à la disposition des gens qui veulent devenir assistants maternels. J'insiste sur le fait que les schémas départementaux de services aux familles ont aussi cette vocation-là, identifier la répartition démographique dans les départements et dans les bassins de vie, de nombre d'assistantes maternelles, de besoins en garde d'enfants, et essayer de faire évoluer une carte qui serait plus conforme entre besoins et offres en matière d'accueil du jeune enfant. Bon, c'était une petite parenthèse, mais je pense que c'est aussi lié une démarche plus rationnelle, plus prospective en matière de carte de l'accueil des jeunes enfants se combine avec ce que vous portez sur la mixité des métiers, parce que on pense c'est nécessaire de ne plus considérer que le métier d'assistante maternelle est en fait un métier pour les femmes au foyer, si je fais simple. Voilà. Et donc, c'est ainsi qu'on pourra évoluer. On a un environnement général dans lequel les employeurs continuent de considérer l'articulation des temps de vie comme étant une question exclusivement féminine. C'est un problème. Comment vous faites pour concilier vie familiale et vie professionnelle? C'est une question qu'on pose aux femmes. En politique, c'est tellement évident, on me l'a posé pendant 25 ans. Vous avez des enfants? Oui. Jeunes? Ils l'ont été à un moment donné. Et
on me demandait, et alors comment vous faites? Je dis, mais vous avez posé la question, il en a 4. Enfin, sa femme en a 4. Sa femme en a 4, il doit les avoir avec elle. Posez-lui la question de savoir comment il fait. Je pense que la réponse sera intéressante. Moi, je fais comme vous, madame la journaliste, je me débrouille. Je fais au mieux. Et donc, cette façon de toujours aborder la conciliation temps de vie, temps professionnel, est aussi une façon de renforcer les stéréotypes de genre. Et notre environnement publicitaire, par exemple, représente les hommes comme étant souvent incapables de gérer un foyer. Quand les publicités veulent être drôles, les hommes sont incompétents en matière de gestion de foyer. Je vous conseille une pub de SFR. Je crois que c'est la plus perverse que j'ai vue, et pourtant j'ai l'œil pour les pubs sexistes. La plus perverse que j'ai lue, où il y a une femme qui est très executive woman, qui est à l'autre bout de la planète, parce qu'on voit qu'il y a au moins 8 heures de décalage horaire entre sa maison, enfin son foyer, et son lieu de réunion. Et il y a un bébé qui pleure dans la chambre, et il y a un papa qui dort sur le canapé, et le bébé pleure, et le papa qui est dans la pièce à côté n'entend pas le bébé, tellement il dort bien. Et la maman est prévenue grâce à une application quelconque à l'autre bout de la planète que le bébé pleure. Et à ce moment-là, grâce à cette formidable application, elle appuie sur une touche et se met en route une espèce de des petits carrousels qui font lumière et musique dans la chambre des enfants. Et donc, le papa peut continuer de dormir tranquillement dans la pièce à côté. La maman a tout géré depuis Hong Kong. Celle-là, je la trouve très subtile. Voilà, elle est au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle est moins brutale que les autres. Elle est très subtile. Et donc, elle passe 2 messages. Un, où qu'on soit, nous les femmes, de toute façon, le fil qui nous relie au foyer n'est jamais coupé. Donc, on ne peut jamais travailler tranquille. Et puis, je trouve que pour le père, c'est terriblement dégradant et dévalorisant cette image du père qui n'est pas capable de se lever pour entendre le bébé. Donc tout ça pour vous décrire l'environnement dans lequel votre association agit et l'ensemble des stéréotypes que vous avez à déconstruire. Le gouvernement mène aujourd'hui donc une action volontariste pour faire en sorte que les hommes soient pleinement investis dans le soin et l'éducation de leurs enfants. Soyons pas naïfs, les hommes ne trouveront pas nécessairement d'intérêt professionnel ou économique à s'investir davantage dans leur vie familiale. La juste répartition des tâches répond à un souci d'égalité et de bien-être familial, tout simplement au fait qu'il n'est pas normal de surexploiter un des 2 membres du couple. Et dans cette juste répartition des tâches, les hommes trouveront un intérêt affectif, éducatif, facteur d'épanouissement personnel. Il faut leur dire qu'il y a beaucoup d'épanouissement. Le problème qu'on a, c'est que la question de l'épanouissement par l'éducation, c'est assez... Comment dire, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est-à-dire qu'on est effectivement, on a des pères qui aujourd'hui sont investis dans l'éducation, le plaisir, l'accompagnement des enfants. C'est formidable et tout le monde en est heureux. Les mères, les enfants et les pères qui ont découvert des gisements de bonheur qui leur avaient été, dont ils avaient été privés pendant plusieurs générations. Après, on bute un peu sur le dur, c'est-à-dire sur les tâches qui ne provoquent pas forcément beaucoup de bonheur. Il y en a plein dans une maison. Et c'est là que se situe maintenant la nouvelle étape en termes d'égalité de prise en charge des responsabilités familiales et éducatives. Souvent, on dit les tâches familiales, moi j'aime bien les appeler les corvées domestiques. Et dès qu'on les appelle corvées domestiques, ce qui est quand même la nature d'un certain nombre d'entre elles, tout de suite c'est un peu moins attractif pour tout le monde. Voilà, le gouvernement a apporté un coup de pouce incitatif en réformant le congé parental, je l'évoquais tout à l'heure, pour le rendre plus avantageux lorsqu'il est mieux réparti entre les 2 parents avec la réforme de la préparée en janvier 2015. Les pères restent minoritaires dans le dispositif, mais le recours croissant à cette prestation de la part des jeunes pères est encourageant. Entre fin 2014 et fin 2015, le nombre de pères qui sont en congé parental et qui reçoivent la prestation la préparée a doublé. Remarquez, on partait de pas grand-chose. Donc le doublement est encourageant, mais il y a encore de la marge de progression. J'ai également tenu à ce que dans le cadre du premier plan interministériel à l'égalité professionnelle et dans le cadre du plan national pour la petite enfance,
Nous prévoyons de former les professionnels à l'implication des deux parents. Chez tous les professionnels de l'enfance et de la petite enfance, qu'ils soient sur les moins de 3 ans ou ensuite à l'école avec les enseignants, nous voyons encore trop souvent passer les mots qui s'adressent à la maman du petit ou de la petite, en lui demandant de bien vouloir se présenter à la visite médicale de sa fille ou de se rendre disponible pour la prochaine sortie. Souvent, malheureusement encore trop, lorsqu'on donne les numéros de téléphone des parents, il faut mettre en gros et en premier celui du papa et pas dire que c'est celui du papa. Parce que sinon, si on met papa à maman, quasi systématiquement, à 75 ou 80%, c'est les mères qui sont encore appelées lorsqu'il y a un problème dans la journée à l'école. Donc, tous ces stéréotypes sont reproduits de manière totalement involontaire par ceux qu'ils font. Donc, pour faire évoluer les pratiques, il faut former les gens. C'est le but d'ailleurs de la campagne que nous faisons sur le sexisme. L'idée première, c'est identifier le sexisme, mettre un mot sur ces comportements traditionnels, très ancrés, auxquels nous ne faisons bien souvent même pas attention, et qui pourtant ont des conséquences importantes, en particulier sur la manière dont les enfants très jeunes se représentent les répartitions sexuées des rôles. Et c'est donc former les professionnels à leur propre implication dans la déconstruction des stéréotypes. Lutter pour la mixité des modes d'accueil, ce n'est pas seulement au profit des hommes et des femmes qui y travaillent, c'est aussi au profit des enfants. C'est ce que je disais il y a un instant. Les représentations se construisent tôt dans l'esprit des enfants, et c'est très tôt qu'il faut faire attention à ne pas installer des stéréotypes de genre. Les jeunes enfants observent celles et ceux qui prennent soin d'eux, et ce qu'ils voient d'abord, c'est l'omniprésence des femmes dans les modes d'accueil. Et très tôt, ils assimilent ainsi l'idée que c'est essentiellement les femmes qui se consacrent aux jeunes enfants, et que probablement, si c'est comme ça, c'est parce qu'elles seraient plus compétentes, c'est parce qu'elles ont plus de qualité pour le faire. Et pour les enfants, c'est déjà un apprentissage de la division sexuée des rôles sociaux qui va perdurer tout au long de leur vie. Et cette asymétrie qu'ils remarquent au moment même où ils découvrent qu'ils appartiennent eux-mêmes à un sexe, qu'ils sont une fille ou un garçon, répond à celle dont ils font souvent l'objet au sein des modes d'accueil. En effet, nous le reconnaissons aujourd'hui, filles et garçons ne sont pas traités de la même manière dans les modes d'accueil. Il existe une asymétrie traditionnelle des attitudes professionnelles dans les soins, les jeux, les activités entre les deux sexes et les enfants. Et on considère souvent différemment les petites filles ou les petits garçons. Ainsi, par mimétisme avec le monde des adultes, les enfants intériorisent très tôt ces stéréotypes de genre et de division sexuée des rôles. Il est nécessaire de veiller à ce que les petites filles et les petits garçons soient, par exemple, encouragés de la même manière à aller vers les activités qui suscitent leur intérêt sans être freinés par des représentations sur leurs rôles sociaux respectifs. On pousse encore moins les petites filles vers les activités physiques, et on voit parfois les garçons interdits d'utiliser des jeux d'imitation lorsqu'ils consistent à faire la cuisine, le repassage, s'occuper d'un poupon à la crèche, alors même que parfois ils peuvent voir à la maison leur père réaliser ces activités. Je sais que c'est compliqué, parce que je sais que vous êtes aussi soumis à des parents qui peuvent réagir vivement sur ces sujets. Il ne faut jamais oublier quand même le sort qu'ont eu les ABCD de l'égalité, qui justement étaient destinés à l'école, montrer de manière en plus assez ludique la diversité des rôles et des ambitions auxquelles pouvaient prétendre les petites filles et les petits garçons. Et ces ABC de l'égalité ont fait l'objet d'une réaction extrêmement vive du front des conservateurs contre justement la déconstruction des stéréotypes de genre. Il faut avoir en tête ce qui se passe, que les choses n'évoluent pas que bien. Elles évoluent bien pour certaines, mais en même temps, il y a des mouvements contradictoires en matière d'égalité femmes-hommes. Les jouets sont de plus en plus sexués. Ils le sont davantage qu'ils ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a, vous connaissez ça, dans les magasins, des grands magasins de jouets, il y a un rayon filles, un rayon garçons, et c'est de plus en plus pensé, visible, organisé par le marketing, et donc les stéréotypes. Et y compris dans des choses incroyables. L'autre jour, j'ai vu une pub
pour, je crois que c'était une, peu importe, on ne citera pas, je crois que c'était une maison de, enfin, un fabricant de meubles, et qui montrait 2 chambres d'enfants. Et la chambre du garçon était tonalité bleue, bien entendu, mais il y avait un bureau pour travailler, et la chambre de la petite fille, il y avait une coiffeuse pour se maquiller. Voilà, non mais aujourd'hui, on est dans une agressivité, moi j'appelle ça de l'agressivité, plus grande encore des marques et des fabricants dans les stéréotypes et les assignations des garçons et des filles. La mixité des personnels dans l'accueil, l'éducation et les soins des enfants, quel que soit leur âge, est donc un facteur d'égalité entre les hommes et les femmes, d'égalité entre les filles et les garçons et d'égalité entre les femmes et les hommes de demain. Elle offre aux enfants des modèles plus équilibrés, des relations socialement plus riches, parce que notre monde est tout simplement constitué d'hommes et femmes. L'enjeu de la mixité dans les modes d'accueil, c'est bien la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la petite enfance. Et je tiens à, une fois de nouveau dans mon propos, saluer, souligner votre engagement, souligner l'utilité de votre action au service des enfants, au service des familles, au service de l'égalité entre les femmes et les hommes, et dire qu'à cet instant précis, je ne sais pas si ça a été fait précédemment, mais je vous labellise plan de mobilisation contre le sexisme, pas notre genre, le sexisme c'est vraiment pas votre genre. Merci.